Alors on va commencer par expliquer le fonctionnement basique de Camera Raw et ce qu'il est vraiment au sein du Creative Cloud. Donc en fait quand vous allez dans le Creative Cloud ici, dans les applications, vous allez trouver donc évidemment toutes les applications auxquelles vous êtes abonné. Moi j'ai le Creative Cloud, je sais pas comment on pourrait l'appeler, normal avec toutes les applications, puisque je me sers de quasiment tout. Je me sers pas, par exemple, vous voyez une copie Prelude ne sont pas installées, Character Animator, Dreamweaver ne sont pas installés non plus, mais en gros tout ce qui concerne le print, le web, la vidéo, ça je l'utilise. Vous remarquerez, je pense que ça vous surprendra peut-être pas, je n'utilise pas Lightroom le nouveau, puisque j'utilise encore Lightroom classique. Et en fait tout en bas, on trouve Camera Raw qui est ici à jour évidemment, et on voit que quand on va dans Gérer, on a mise à jour automatique, mais on ne peut pas l'enlever. Il n'est pas considéré comme un logiciel qu'on peut installer ou enlever comme les autres. Par exemple, si je vais dans Photoshop, évidemment, je peux aller dans Gérer et je peux le désinstaller. Je peux aussi avoir accès à d'autres versions. En réalité, Camera Raw, c'est un logiciel qui vient avec n'importe quelle application du Creative Cloud. Alors, je ne sais pas précisément si, par exemple, quand vous installez Dimension, est-ce qu'il va vous installer forcément Camera Raw, mais en gros, voilà le truc. Camera Raw, c'est le module d'interprétation des fichiers négatifs numériques, des fichiers dits bruts, comme on dit, qui est la traduction de l'anglais RAW, R-A-W. Donc ça sert à développer les images qui sont issues de votre appareil photo, que ce soit un réflexe ou pas, puisque maintenant les fichiers bruts sont aussi générés par tout type d'appareil et même de téléphone. Et donc c'est un module en fait, qui est juste là pour dématricer, interpréter les données de ces fichiers bruts, qui sont tous différents en fonction des capteurs qui ont été utilisés, des marques d'appareils photo ou de téléphone, et donc des données techniques qui en résultent. Alors, on va juste rapidement revenir sur qu'est-ce qu'un fichier brut. Je vais juste ouvrir une image, je vais faire un clic droit dans Bridge ici, puisque je me sers quasiment tout le temps de Bridge maintenant plutôt que du catalogue de Lightroom classique. On a clic droit, ouvrir avec Camera Raw. C'est un fichier CR2 qui est issu d'un Canon 6D. Vous avez reconnu la belle ville de Londres ici qui s'affiche à l'écran. Et donc j'ai donc ce module qui s'affiche qui me permet de travailler sur ce fichier. Donc ce fichier CR2, c'est un fichier issu, on le voit, d'un Canon EOS 6D, première génération. Je ne fais pas partie de ceux qui font la course au matériel pour la photo. J'estime que le principal problème de mes photos, en général, c'est moi-même, et pas vraiment les facultés de mon appareil. Si on avait eu ce type d'appareil il y a 10 ou 15 ans, on n'y aurait probablement jamais cru. Bref, là n'est pas le problème, et encore, les données qui ont été capturées par mon appareil photo, par le 6D, elles ont été inscrites dans un fichier, le fichier brut au format CR2, qui est un format Canon RAW de seconde génération. Et donc chaque marque a sa propre extension, si vous préférez. Par exemple, chez Nikon, si vous êtes nikoniste, vous aurez du NEF. Chez Sony, on a du ARW. Chez Pentax, je ne me souviens plus pour être honnête. Peut-être PEX, je ne sais plus. Donc chaque marque a sa propre extension, mais ce que ça veut dire, c'est que chaque marque a des capteurs différents. On ne va pas rentrer non plus dans les données trop techniques du style certaines marques qui en fait achètent des capteurs à Sony. Sony est le plus grand, il me semble, le plus en termes de nombre, le plus grand fournisseur de capteurs à des tiers, parce que Sony a tellement investi en matière de capteurs que en fait vous avez beaucoup de marques qui ne sont pas Sony mais qui utilisent un capteur Sony en arrière-plan. Et donc tous ces capteurs ont évidemment des capacités différentes. Certains réagissent mieux à la basse lumière, certains réagissent mieux à certains types de quantités de lumière, certains ont une plage dynamique différente, etc. etc. Donc sans rentrer dans la technique, il faut juste bien comprendre que ce que vous avez sur le dos de l'appareil, c'est juste une version de ce que le capteur a vu au moment où vous avez pressé le bouton. C'est-à-dire qu'en fait l'appareil, il est doté d'un logiciel qui va interpréter ces données pour vous en donner une vision. Mais en réalité, ce que vous avez dans le fichier brut, c'est beaucoup plus que ça. Ce que vous avez sur le dos de votre appareil, quand vous regardez après avoir pris une photo, c'est en fait un JPEG, tout simplement. C'est-à-dire un fichier qui est déjà en lui-même développé, qui est déjà une version amoindrie quelque part de ce que le capteur a vu. Il y a plein de choses que le capteur a vues et qui pourtant n'apparaissent pas sur le dos de l'appareil. On va juste faire un exemple vraiment très rapide ici, juste parce que là, il faut vraiment qu'on démine toutes les notions de base. J'ai dit que cette formation était pour ceux qui voulaient apprendre à développer des images avec Camera Raw. C'est une formation complète à Camera Raw, donc on repart vraiment des bases. Si vous regardez ces nuages là-haut, hop, on va zoomer, on pourrait estimer ici qu'on est dans une zone qui est hyper claire, qui est trop claire, qui est brûlée, qui est surexposée. En tout cas, c'est ce que le fichier d'origine nous montre, c'est-à-dire tel qu'il est interprété par Camera Raw, et le JPEG était comme ça aussi, quand vous shootez avec les deux. Vous pouvez vous dire, bon ben là, ce qu'on voit, c'est ce qu'on a. Et effectivement, avec un JPEG, vu qu'il n'est pas capable de mathématiquement coder beaucoup de données, il n'est capable d'encoder que 8 bits par couche, on va en parler dans quelques instants,
ce que l'on voit, c'est ce que l'on a. En réalité, avec un fichier brut, ici c'est R2, ce que l'on voit, c'est pas forcément ce que l'on a. On a en fait plus de choses que ce que Camera Raw nous montre par défaut, ou ce que l'appareil nous aurait montré sur le dos, sur son petit écran, au moment où on a pris la photo. Regardez si je prends en temps clair et que je descends ici. Et si je prends blanc et que je descends ici. Regardez ce qu'on trouve. On retrouve en fait, par exemple, dans ce nuage, à cet endroit, de la matière, hein, c'est-à-dire des détails de nuages. Il y a un aspect un peu cotonneux, qui finalement n'était pas là au moment où on a ouvert l'image. Si je fais un avant-après, regardez, c'est, je pense ici particulièrement flagrant, vous voyez que toute cette zone ici, là, eh bien en fait il y avait des détails. En particulier là, regardez, là, on a vraiment un aspect, on va zoomer très fort, regardez, on a des variations ici, on a des détails, on a du détail de nuages, de la texture. Ici, c'était complètement blanc. Alors si on avait shooté en JPEG, on aurait eu, donc je vous l'ai dit, du 8 bits, c'est-à-dire 2 puissance 8, c'est-à-dire 256 valeurs, ça fait 2 puissance 8, pour exprimer la lumière, du noir vers le blanc. On va pas parler de couleur pour le moment, on va parler juste de gradation de lumière, de détail de lumière, de la luminance en fait. Ça correspond en fait, dans l'histogramme ici, à tout ce que l'on a en gris, sans s'attarder sur les couleurs. Donc si vous avez mathématiquement, si vous savez compter, imaginez, vous avez appris à compter, vous étiez petit, vous ne savez compter que de 0 à 256. Donc vous voyez la lumière, c'est votre œil, qui est en gros le capteur de l'appareil photo, mais on va faire la métaphore jusqu'au bout. Donc votre œil, il voit une quantité de lumière, et à chaque fois qu'il voit une lumière de plus en plus forte, il compte de 0 à 255. Parce qu'on commence à compter à partir de 0 en informatique ici, avec la synthèse additive. Et donc il arrive à 255, et puis il s'arrête. Il peut pas aller au-delà en fait. Donc ça veut dire que le noir qui est 0 et le blanc qui est 255, et au milieu il y a toutes les valeurs de gris, foncé, moyen, clair, etc. Donc ça fait, vous pouvez vous dire, ça fait beaucoup quand même, mais 256 en fait ça correspond exactement à ce que l'écran peut nous afficher. Alors là aussi on va vulgariser puisque des écrans sont capables de faire plus que ça, mais en gros les écrans sont réglés par défaut pour nous afficher 256 valeurs de lumière, et 256 en fait en rouge, vert, bleu, donc pour chaque couleur primaire, puisqu'évidemment on teinte cette lumière d'une couleur primaire pour ensuite reproduire toutes les autres. On ne fait pas que regarder les choses en noir et blanc, évidemment. Donc si vous ne savez compter que de 0 à 255, eh ben vous avez 256 valeurs de lumière et c'est tout. Et si c'est exactement ça que vous avez pour afficher à l'écran, ça veut dire que dès que vous allez vouloir faire une manipulation, ce que vous voyez c'est exactement ce que vous avez. Donc là c'est de la sorcellerie ce que j'ai fait, c'est qu'en gros j'ai révélé des trucs qui n'y étaient pas. Si on a vu un JPEG, on n'aurait pas pu révéler ces valeurs au milieu ici, elles y étaient juste pas en fait. Donc c'est là que le fichier brut est plus intéressant. Pourquoi ? Parce que évidemment, je pense que vous l'avez deviné depuis, avec tout ça, il y a une préparation de paiement, mais évidemment un fichier brut n'est pas mathématiquement codé en 8 bits. Il est capable de compter, puisque le capteur est capable de le faire, l'appareil photo crée un fichier qui est lui aussi capable de compter à plus que ça. Donc on a des appareils photo haut de gamme, chez Canon, chez Sony, chez Nikon, mais qui vont jusqu'à 14 bits de nos jours, ce qui fait quand même beaucoup de valeur. On peut s'amuser à prendre la calculatrice, par exemple, et à faire 2 x 2 x 2 x 2, donc ça fait 4 bits, x 2 x 2 x 2 x 2, ça fait 8 bits, et on continue, x 2 x 2 x 2 x 2, ça fait 12 bits, donc là vous avez déjà en 12 bits 4096 valeurs. Vous imaginez ? On est passé de 256 à 4096 pour exprimer la lumière, ça veut dire que des choses qui paraissaient plates et écrasées en haute lumière par exemple, eh ben, elles peuvent révéler beaucoup plus de détails. On a quand même 3800 valeurs de plus, ce qui est énorme. Et si évidemment on continue comme ça, on peut faire x2 x 2 pour arriver à 14 bits et faire 16 384, ce qui est évidemment absolument monstrueux, c'est beaucoup plus que n'importe quel écran peut afficher, c'est beaucoup plus que ce que l'œil humain peut percevoir. Et enfin, on arriverait au sacro-saint, j'ai envie de dire 16 bits, qui est en fait ce que le fichier brut est capable de coder, c'est-à-dire il est capable lui de compter mathématiquement jusqu'à 65 536. Après il y a des moteurs d'érotisation, de dématrissage, qui sont en fait en 32 bits aussi, donc qui feraient encore plus que ça, on serait en milliards. Mais c'est pas parce que vous avez un fichier qui est capable de compter jusqu'à 65 536 qu'il y a forcément 65 536 valeurs dans la photo. Évidemment, si votre matériel n'est pas capable de voir tous ces trucs-là, ça vous fait une belle jambe que le fichier soit capable de compter jusque-là. Mais on est dans une logique, en fait, de toujours avoir un conteneur qui soit capable d'être beaucoup plus large que ce qu'il va accueillir. Donc un fichier brut type CR2, il est en 16 bits, il peut compter jusqu'à 65 000, mais à ma connaissance, je dis peut-être des bêtises parce que je connais pas toute la gamme Canon, mais la gamme Canon qu'on peut s'acheter nous, en gros pas les trucs qui peut-être ils fabriquent pour l'armée ou pour des satellites ou je sais pas, mais clairement tout ce qui est accessible au commun des mortels, y compris pour les très professionnels, type 1DX, etc.,
vous n'avez pas 65 000 valeurs dans chaque photo, il n'y a pas 65 000 valeurs de luminance. Par contre, le fichier, lui, est capable de les décrire. Donc il y a quand même une frontière, un gap, un écart entre un JPEG qui ne contient que 256 malheureuses valeurs. La plupart des appareils photo de nos jours, en 2019, qui sont capables d'encoder à peu près 4000. Le très haut de gamme qui est capable d'en faire 10 000, 12 000. Et le fichier qui est capable d'en inscrire 16 000. Donc vous voyez qu'on a encore de la marge, ça va pas durer longtemps, hein, clairement. Les prochaines générations de fichiers bruts devront probablement passer à un codage plus sophistiqué. Donc tout ça pour dire, le moteur Camera Raw, c'est un moteur de dématrissage, d'interprétation de ce que le capteur de l'appareil photo a vu, parce qu'il y a de la matière, il y a de la matière qui reste, il y a de la matière qui n'est pas révélée. Ce que vous voyez sur le dos du boîtier, ce que vous voyez en l'ouvrant Camera Raw par défaut, ce n'est pas ce qu'il est capable de faire. On a vu l'illustration ici, en allant récupérer en fait des morceaux du nuage qu'on ne voyait pas en fait de base. Voilà, vous avez là sous les yeux toute la puissance et tout l'intérêt d'un fichier brut. Donc Camera Raw, c'est un logiciel en fait qui vient se greffer à Photoshop et à Bridge pour pouvoir modeler, travailler ces images, un peu comme une sorte de sculpture. Si on avait de l'argile, il fallait lui donner vie, c'est un peu ça. Et ensuite, il va renvoyer le résultat ailleurs. Alors en général, il va le renvoyer soit sur le disque dur, en cliquant sur enregistrer l'image, ou il va le renvoyer dans Photoshop en cliquant sur ouvrir une image. Il peut aussi juste ne rien faire, enfin, vous allez croire qu'il ne fait rien, mais en fait il fait quelque chose, si vous cliquez juste sur terminer. Et vous allez voir du coup dans Bridge par exemple ici, qui affiche des glissières, donc ça veut dire que cette image a été développée, et pourtant, quand on regarde le CR2 sur le disque dur, la date n'aura pas changé par exemple. Donc on ne peut pas écrire sur un CR2, ça ne veut pas dire que cette image on a écrit dessus, qu'on a enregistré sur elle-même, on l'a interprétée. Du coup, vous pouvez vous demander où sont stockées les informations du développement, c'est-à-dire comment il va s'y retrouver pour savoir qu'on a fait des trucs dessus. Quand je fais clic droit, ouvrir dans Camera Raw, vous voyez que mes glissières ton clair et blanc sont à -100, exactement comme je les avais laissés. Donc en fait, si on se rend sur le disque dur, on va ouvrir avec le Finder, donc ce sera Explorateur sur Windows évidemment, on va trouver des fichiers qui n'apparaissent pas dans Bridge. Donc j'ai 4 images ici, et j'ai en réalité 7 images dans mon répertoire sur le disque dur, genre pour de vrai. Donc vous voyez ici, j'ai une image, la 4925, qui n'a pas de XMP, elle n'a pas encore été ouverte en fait, tout simplement. Si je fais un clic droit, ouvrir dans Camera Raw, dès qu'on va revenir, qu'on va faire un petit truc dessus, on va mettre une exposition à -0,15, on va cliquer sur terminer, on va revenir dans le Finder, hop, j'ai lancé une IDESC sans faire exprès, c'est pas ce que je voulais faire, le Finder, et boum, j'ai mon fichier XMP. Donc il y a un fichier XMP pour chaque fichier CR2, pour chaque fichier brut que l'on va travailler. Et donc vous l'avez compris, j'imagine, ce fichier XMP est un fichier qui va décrire tout ce que Camera Raw a fait sur le fichier. Donc au lieu d'altérer la donnée originelle, vous voyez ici que j'ai toujours une image au 7 juin 2019. Cette image ici avec Mélanie, qui est issue d'un shoot photo qui date du 6 avril 2014. Pourtant, je l'ai modifié aujourd'hui. Et on voit qu'en fait c'est le XMP qui a été écrit aujourd'hui à 12h05. Mais le fichier brut, lui, il bougera jamais. On ne peut pas écrire sur un fichier brut, c'est pas fait pour ça. Il a été écrit par l'appareil le 6 avril 2014 à 15h45. C'est en gros une matière première qui va être modelée selon mes choix dans un ou plusieurs logiciels de dématrissage. En l'occurrence, nous, ce qui nous intéresse, évidemment, c'est Camera Raw 11, puisque c'est la dernière version que j'utilise au moment où j'enregistre cette vidéo. La version qui est 11.3.1, issue donc de CC 2019, et je l'ai dit dans la description et dans l'extrait, mais si vous suivez avec une version antérieure, c'est pas grave, il y a juste une nouvelle glissière qui s'appelle Texture ici qui a été ajoutée cette année en 2019, mais globalement c'est un logiciel qui a assez peu évolué. C'est quelque chose qui évolue en fonction aussi des générations de capteurs. Donc on est sur quelque chose qui évolue petit à petit, d'année en année, mais c'est pas des différences flagrantes. Vous pouvez suivre avec un Camera Raw qui date de 2016, vous serez pas perdu. Il y a un truc qui a beaucoup changé en 2018 en termes d'interface, c'est l'utilisation des profils, c'est-à-dire des luttes, des tables de correspondance de couleurs, on en parlera plus tard, pour interpréter le fichier brut avant même de faire des choses dessus. On a différentes méthodes d'interprétation pour la couleur et la lumière. Ça n'existait pas avant 2018. Sinon, globalement, l'interface que vous allez avoir, c'est la même. Le système de dématrissage, les réglages de Camera Raw sont des réglages qui sont là depuis très longtemps. Donc en gros, ce Camera Raw, on l'a vu, vous pouvez pas le désinstaller parce que tout simplement, c'est juste un logiciel qui se greffe à Bridge et à Photoshop pour pouvoir interpréter les fichiers bruts et ensuite, une fois qu'ils sont interprétés, les utiliser dans les applications du Creative Cloud. Donc nous, évidemment, ce qui va nous intéresser, ça va être essentiellement Photoshop et Lightroom,
on fera un petit saut rapide dans cette formation pour expliquer quelle est la relation entre Camera Raw et Photoshop et Camera Raw et Lightroom. On ne va pas faire une formation sur Photoshop et sur Lightroom, j'en ai plein sur tuto.com, mais on va quand même évidemment voir comment Camera Raw s'articule. Et là déjà vous avez un élément de réponse sur comment Camera Raw vient décrire ce qu'il fait sur un fichier brut. Et bien tout simplement il utilise ce qu'on appelle un fichier annexe XMP qui est formaté sur un système, sur une base XML, pour ceux qui connaissent un peu. Et si on fait un clic droit sur ce fichier XMP, qu'on met ouvrir avec et que je l'ouvre avec Atom, qui est un logiciel d'édition de texte, plutôt de code, vous allez voir en fait qu'on va pouvoir trouver tous les réglages qui ont été faits dans Camera Raw. Et si vous regardez ici, à la ligne 140, vous avez les highlights à -100 et les whites à -100, qui sont les deux réglages que j'ai fait pour corriger les hautes lumières. Regardez maintenant si je mets par exemple tout simplement 0 et 0, je vais enregistrer ce XMP en faisant un fichier enregistré, tout bêtement, et vous allez voir là, normalement, alors je sais pas si on va le voir à la vignette parce qu'elle est quand même toute petite, mais elle s'est mise à jour, et quand on va revenir dans Camera Raw, vous voyez ici les détails sont revenus complètement blancs. On va ouvrir dans Camera Raw, et voilà, ton clair et blanc sont revenus à 0. Donc si ça vous branche, si vous avez du courage, vous pouvez développer un fichier intégralement avec un éditeur de texte, tout bêtement, si vous voulez. Donc on va revenir, je vais essayer de vous le refaire pour qu'on voit la vignette se faire. Donc on a bien tout remis à 0, ok. Je vais mettre afficher clic droit dans le Finder, je vais prendre le XMP et l'envoyer dans Atom. Je vais vous mettre les deux fichiers, enfin les deux fenêtres côte à côte. Hop. Donc on a toutes les métadonnées et on a à la ligne, on a dit, alors je crois qu'il recommence à compter à 0, c'est assez curieux. On doit être par là, on est sur le defringe, on est sur, c'est pas évident de s'y retrouver quand on a toutes les données qui s'affichent et qu'on n'a pas de repères. Donc je vais me mettre avec whites. Voilà, tac, en plus j'avais le nez dessus, donc voilà. On met -100. Et highlights qui sont juste au-dessus, on dit -100. Et pour que ce soit super visible, je vais prendre Shadows et je vais mettre 50. Et Clarity, je vais mettre 100, c'est-à-dire ça va booster les ombres, c'est-à-dire qu'il y a des noirs qui vont devenir très noirs. Et Clarity, ça va faire exploser les détails. On va parler de ça tout à l'heure. Donc là, je vais faire CTRL-S. Et on va voir la vignette changer. Parce qu'évidemment, à l'instant où le XMP a été mis à jour, il va voir que ça a été mis à jour. Et Bridge va re-rendre la vignette. Donc on fait CTRL-S. Tac. On va revenir ici, et boum, vous avez vu la vignette changer. On a retrouvé des valeurs dans les hautes lumières, les ombres se sont resserrées, et on a du détail maintenant à fond. On peut l'afficher en plein écran en appuyant sur espace. Regardez, on va zoomer, on lui laisse faire le rendu, hop, voilà. Et vous voyez qu'on a une image qui est beaucoup plus contrastée avec les valeurs que l'on a retrouvées ici. On voit bien que le nuage est quand même beaucoup plus menaçant. Et si on fait clic droit, ouvrir dans Camera Raw, eh bien on retrouve -100, +50, -100 et +100 en clarté. Exactement tout ce qu'on a fait dans le fichier texte. Donc Camera Raw n'écrira jamais sur le fichier brut, il s'appuiera sur des fichiers externes, que d'ailleurs Lightroom pourra interpréter. Si j'importe maintenant cette image dans Lightroom, il sera capable de les retrouver, les réglages, puisque le moteur de Lightroom, c'est Camera Raw en fait. Donc tout ce que je fais dans Camera Raw peut ensuite être amené dans Lightroom, et avec une manipulation dans Lightroom, on peut faire l'inverse, c'est-à-dire on peut faire en sorte que tous les réglages qui ont été faits dans un catalogue Lightroom viennent s'écrire dans des XMP, et donc que Bridge puisse les lire, et Camera Raw aussi. Donc voilà le fonctionnement de Camera Raw en son cœur, à quoi ça sert, comment ça marche, on va dire sous le capot, dans les coulisses. On va maintenant pouvoir passer à la découverte du logiciel à proprement parler avec son interface.